Merci d'être ici pour cet après-midi de journée d'études sur les rapports de présentation des chaires du Collège de France. Alors, je vous rappelle le projet dans lequel ceci prend place. Nous avons, depuis un certain nombre d'années, commencé à numériser ces exposés qui sont faits dans les assemblées des professeurs du Collège de France lorsqu'il y a des crédits de chaire disponibles. Le mythe est, nous allons pouvoir peut-être interroger ce mythe, le mythe voudrait que lorsqu'un professeur du Collège de France prend sa retraite, la chaire soit totalement ouverte et que l'on puisse prendre n'importe qui sur n'importe quoi. C'est un mythe qui dure au moins depuis Renan, sur l'idée de cette science qui est en train de se faire. Sur n'importe quoi sans doute, mais certainement pas n'importe qui. Oui. Alors c'est l'une des choses que l'on peut interroger. En tout cas, depuis peu à peu, au cours du XIXe siècle, dans les assemblées des professeurs, il y a eu des exposés de présentation des projets de chaire. J'avais découvert ces rapports avec une assez grande curiosité il y a maintenant plus d'une douzaine d'années, oui, j'imagine, lorsque j'avais commencé à travailler sur Bernard Fay. Et j'avais découvert que dans les archives du collège, on avait des rapports de présentation pour les chaires. Pour le XXe siècle, c'est devenu tout à fait courant et on les a conservés. Pour le XIXe siècle, on ne les a pas tous. Mais enfin, ces rapports étaient très intéressants. D'abord, il y avait une curiosité de ces rapports, c'est qu'ils sont anonymes. On ne sait pas pour qui ils ont été faits, puisque les élections au Collège de France se font en deux étapes. On vote d'abord sur une chaire et puis sur un candidat à cette chaire. Et lorsque l'on discute d'un projet de chaire, il n'y a pas de nom propre de personne. Donc c'était l'un des agréments de la recherche. Lorsque j'avais découvert cela, il fallait deviner pour qui le projet de chaire était fait. Alors, ce n'est pas toujours facile, parfois c'est évident, il y a des indices, parfois ça l'est beaucoup moins. En tout cas, peu à peu, au fur et à mesure du XIXe siècle, cette procédure s'est formalisée. Il est vrai que peu à peu également, lorsque une chaire était ouverte, lorsque une chaire budgétaire était ouverte, la procédure était beaucoup plus libre pour procéder au remplacement. Et donc, nous avons des rapports manuscrits, dactylographiés. Ce qui était difficile, c'est qu'ils sont assez dispersés dans les archives. On peut trouver ces rapports dans la série des comptes rendus des assemblées des professeurs, mais on peut aussi les trouver dans les dossiers des professeurs. S'ils ont été élus, le rapport est plutôt dans le dossier du professeur que dans le rapport de l'Assemblée. S'il y a deux exemplaires, il est des deux côtés. Et enfin, il peut se trouver dans les dossiers de chaire. Alors, on s'est aperçu que, évidemment, au fur et à mesure des transformations de l'administration du collège, ce n'était pas toujours la même procédure qui avait été suivie pour archiver ces rapports de présentation. Alors, une grande étape du travail qui a été fait depuis, on s'y est mis en quelle année? En 2012. Une grande étape a été le récollement. Trouver tous ces rapports dans les archives du Collège de France. Et une fois qu'on a eu à peu près épuisé, mais on ne peut évidemment pas affirmer qu'on a trouvé tous les rapports de présentation qui sont dans les archives du Collège de France, quelqu'un a été engagé pour aller voir dans les archives nationales, dans les dossiers relatifs au Collège de France. Et là aussi, on a pu compléter ces rapports de présentation par ceux qui se trouvaient aux archives nationales. Ça fait donc une assez vaste collection. Bien sûr, il y a des lacunes et il y a des doublons.
il y a des rapports pour lesquels on a des brouillons, une version manuscrite et une version dactylographiée. Lacunes et doublons font que ce n'est pas, bien entendu, systématique, mais nous avons aujourd'hui près de 800 rapports de présentation ou des lettres de soutien qui les accompagnent, qui sont numérisés et que vous pouvez consulter sur le site Salamandre du Collège de France. C'est important, 800 rapports, et on peut commencer à avoir une exploitation, c'est ce que nous allons faire cet après-midi, de ces rapports. Alors ils sont classés, bien sûr, par ordre chronologique, ils sont classés par intitulé des chaires, et ils sont classés par auteur de ces rapports. Alors bien entendu, il y a aussi beaucoup de travail à faire pour déterminer non seulement pour qui ces rapports ont été faits, mais parfois par qui ils ont été faits. Alors ces rapports s'arrêtent malheureusement à l'année 1961, parce que nous ne sommes pas autorisés pour le moment à aller au-delà, mais ce seront nos successeurs qui pourront compléter. Ces rapports, ils ont été numérisés et le récollement a eu lieu grâce à des financements de PSL, des financements d'abord du CNRS, du financement de la fondation de l'Orangerie. Ces rapports sont parfois courts, un feuillet, et parfois très longs, très développés. Ils peuvent aller jusqu'à une vingtaine de feuillets. Alors il y a des cas que nous connaissions dans le passé, des cas litigieux, mais dans la plupart des cas, nous ne savions pas grand-chose de ce qui s'était passé. Pour moi, le grand intérêt de cette recherche, d'abord quand j'avais vu qu'il y avait tous ces rapports et qu'ils étaient inexplorés dans les archives et puis au-delà, c'est que cela permet de faire une histoire de l'évolution des disciplines. Et c'est pourquoi nous avions appelé ce projet « Passage des disciplines », savoir comment les disciplines avaient évolué et s'étaient renouvelées dans cette institution. Et un des grands intérêts de ces rapports, c'est évidemment que ça permet de ne pas faire une histoire interne de l'institution, puisque immédiatement elle est plongée dans le réseau de tous les établissements du haut enseignement en France, à Paris, en France et hors de France. Puisque, bien entendu, nous avons des rapports pour des professeurs qui ont été élus, mais aussi pour des projets de chaire qui n'ont pas abouti. Et donc pour des candidats qui, finalement, ont été recrutés ou ont fait carrière dans d'autres établissements. Donc ça permet d'emblée de faire une histoire de ce réseau des disciplines. Alors, bien entendu, tout cela s'est beaucoup systématisé à partir de la fin du XIXe siècle. La pratique a été générale de présentation des chaires. À l'Assemblée des professeurs, il y a un présentateur qui présente le projet. Il peut y avoir des interventions d'autres professeurs pour soutenir ce projet. Comme au XIXe et au XXe siècle, il y a beaucoup eu de présentations de chaires concurrentes, eh bien, il peut y avoir pas mal d'interventions sur des projets de chaires. Ça donne une matière sur laquelle maintenant nous voudrions nous mettre à travailler. Je crois que nous sommes en train de franchir un cap. 800 rapports accessibles, c'est beaucoup. On a pu observer que depuis que nous travaillons, nous avons lancé ces projets, la consultation des archives du Collège de France a bien augmenté. Les archives du Collège de France sont un lieu où l'on vient de plus en plus travailler. Et on a eu aussi des signes très encourageants du fait que les professeurs du Collège de France, en activité, s'intéressent à ces projets, à ces rapports de présentation. La semaine dernière, nous avons eu la leçon inaugurale de Dario Mantovani en droit romain, qui, pour faire sa leçon inaugurale, est allé voir l'histoire de la chaire et des rapports de présentation dans ce que nous avons numérisé. Et la semaine prochaine, nous avons la leçon inaugurale d'Arnaud Fontanet, qui est en
en santé publique. Et lui aussi a immédiatement voulu aller voir ce que nous avions. Donc je crois que c'est très encourageant que les professeurs aient découvert tout cela. Alors, on a invité aujourd'hui un certain nombre de collègues pour pour choisir dans ces 800 rapports des cas à nous présenter et à analyser, des cas assez différents. Alors, ce qu'on peut, évidemment, il y a une série de questions très, très intéressantes. Il y a des professeurs du Collège de France qui ont rédigé de nombreux rapports. C'était des professeurs qui étaient particulièrement actifs et qui étaient des présentateurs abondants. On peut penser à quelqu'un comme Lucien Febvre. Lucien Febvre, manifestement, au Collège de France, était un grand électeur. Ce n'était pas un électeur lambda. Un grand électeur, c'est un électeur qui présente beaucoup de professeurs, en général avec succès, parce qu'il ne se risque pas trop. Donc on pourrait faire un travail sur tous les rapports de présentation de Lucien Febvre et voir en quoi Lucien Febvre a pu marquer l'histoire de cette institution, mais aussi l'histoire de la discipline, à partir de cette institution, en général, en France et même hors de France. Une autre démarche intéressante qui peut être empruntée pour analyser ces rapports, c'est précisément d'observer des lignées de chair. Comment des disciplines se sont transmises et ont évolué pour tenir compte des changements de paradigme, de modèles, et comment elles se sont adaptées à un nouvel environnement scientifique. Souvent aussi, ce qui est intéressant dans des lignées de chair, c'est qu'il peut y avoir des moments de sommeil, puisqu'il n'y a pas de succession immédiate au Collège de France. Une discipline peut être mise entre parenthèses pendant quelque temps avant qu'elle soit retrouvée, mais dans un autre état de son évolution, de la spirale du progrès. Il y a aussi des époques qui sont particulièrement intéressantes pour les rapports de présentation. Ce sont les époques où l'institution s'est transformée. Je crois qu'on peut en citer quelques-unes de ces époques charnières. Eh bien, c'est les débuts du Second Empire. Le Second Empire est une période très intéressante, puisqu'en même temps, c'est une période dictatoriale, et que le président, puis l'empereur, Napoléon III, s'est donné dans les statuts du collège la possibilité de nommer un professeur, sans consultation de l'Assemblée des professeurs. Napoléon III pouvait nommer des professeurs dès 1852, c'était au moment de la présidence dictatoriale. Or, quand on constate ce qui a été fait, eh bien très souvent, c'est une présidence éclairée, puisqu'il crée une chaire pour nommer quelqu'un. Et assez souvent, c'est par une intervention de cet ordre qu'une nouvelle discipline s'est introduite dans le collège, comme Paulin Paris, qui a été nommé d'autorité sans consultation des professeurs. Mais là, on trouve justement des rapports aux archives nationales qui ont soutenu ce projet. Ou la chaire d'épigraphie latine. Elle est, alors que le collège n'enseigne que la poésie latine et l'éloquence latine, c'est-à-dire les disciplines qui n'ont pas changé depuis la Renaissance, qui relèvent de la vieille rhétorique, eh bien, le ministre de l'Instruction publique recommande à l'empereur de nommer un titulaire d'une chaire d'épigraphie. Et l'épigraphie, c'est la discipline à l'allemande. Et c'est comme ça qu'elle s'introduit au collège par un geste d'autorité. Donc il y a beaucoup d'intérêt à voir qu'une période, constater qu'une période autoritaire est une période qui, scientifiquement, peut être une période d'innovation, alors que les professeurs continuent dans la routine, à ce moment-là, de la tradition rhétorique. D'autres périodes très intéressantes sont celles qui ont trait au changement de régime encore, les débuts de la Troisième République, avec la grande influence que Renan aura pendant toute une longue période, et notamment lorsqu'il sera administrateur du collège.
une période très intéressante pour les rapports de présentation parce qu'elles sont très conflictuelles. C'est le moment de la séparation de l'Église et de l'État. Au moment de la séparation de l'Église et de l'État, 1903, 1905, c'est le moment, à ma connaissance, le seul où le pouvoir politique a nommé des professeurs qui étaient au second rang dans le vote de l'Assemblée des professeurs, parce qu'ils étaient trop cléricaux. C'est le seul moment dans l'histoire du collège où l'Assemblée des professeurs n'a pas été suivie par le pouvoir, notamment dans une chaire d'archéologie et dans la chaire d'histoire des sciences. Donc ce sont des moments où les rapports de présentation, et il y en a plusieurs dans ces cas-là, les rapports de présentation montrent bien qu'il y a un conflit qui est aussi un conflit politique et que le collège ne sera pas suivi par le pouvoir. Bon, il y a des cas qui sont célèbres, des causes célèbres, mais c'est encore au moment de la séparation de l'Église et de l'État. C'est une période sur laquelle il serait bon qu'à un moment on fasse une journée d'études. Que s'est-il passé dans les années 1903-1905 ? Bon, une cause célèbre, c'est l'éviction de Ferdinand Brunetière par Abel Lefranc, 1904. Ce sont des cas qui sont bien connus. Alors, pour cette première journée d'exploitation de ce fonds, nous avons retenu 5 dossiers. Nous devions avoir une intervention de John Scheid pour parler de l'épigraphie, cas particulièrement intéressant puisque c'est l'introduction d'une nouvelle discipline, comme je le disais, et puis ensuite le suivi de cette lignée de chaires d'épigraphie latine. Mais John nous a envoyé un message tout à l'heure pour dire qu'il était dans le fond de son lit. Il a proposé que nous lisions sa communication et il a envoyé sa communication avec les documents joints. Donc il ne s'est pas défilé, mais nous avons préféré reporter sa communication à une prochaine journée d'études que nous avons prévue sur ces rapports de présentation et dont je vous donne tout de suite la date. Ce sera le 9 mai. Alors, on ne sait pas encore très bien si c'est le matin ou l'après-midi, ou le matin et l'après-midi, selon la matière que l'on aura. Mais John Scheid, je crois que c'est mieux que de lire sa communication. C'est lui qui la défendra. D'autant plus qu'en la lisant ce matin, elle m'inspirait des réflexions, des remarques. Donc, je n'aurais pas pu la lire sans faire les remarques, l'interrompre par mes remarques, ce qui aurait été gênant. Puisqu'il n'aurait pas pu répondre. Donc, on reporte la communication de John Scheid au 9 mai. Il y a déjà d'autres interventions prévues de Pierre Corvol, je crois. Pierre Corvol sur les chaires de médecine qui ne pouvaient pas venir aujourd'hui. Donc, vous savez déjà que le 9 mai, vous aurez John Scheid et Pierre Corvol pour nous parler. Et aujourd'hui, donc, sans John Scheid, nous aurons 4 communications. Comme je sais que certains de ces communicants ont souvent tendance à un peu excéder leur temps, le temps qu'il leur est imparti, on leur demandera d'être très rigoureux, mais de ne pas déborder pour autant. Mais nous allons avoir donc Éric Briand pour parler de Mandelbrot, Patrick Henriet pour parler de la chaire d'histoire des religions, qui avait organisé cette belle journée qu'on avait eue avec l'école pratique des hautes études il y a quelques mois, Alain de Libera pour la philosophie et Étienne Gilson, et Giuseppe Bianco, mais je ne sais pas s'il est arrivé. Ah, il est arrivé. Sur Martial Guéroux et Louis Lavelle, donc présentation de Martial Guéroux par Louis Lavelle. Donc on a de la philo, de l'histoire de religion, des mathématiques, c'est assez complet.
Alors voilà, je crois qu'on va ainsi jeter les bases de la manière dont on pourra exploiter ce fonds. Et je suis très heureux que vous soyez nombreux à être venus aujourd'hui. Ça montre qu'en effet, maintenant, vous savez que vous avez ce fonds, que vous pouvez aller l'exploiter et y travailler.